Bonjour à tous, bonjour à toutes pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors Chantal, à l'affiche aujourd'hui. This is Spain, c'est du chorégraphe Hillel Gauguin au Théâtre du Rond-Point. Et puis nous allons vous parler de 3 spectacles du nouveau théâtre populaire, notre comédie humaine qui était au théâtre de la Tempête. Je vous parlerai donc d'une opérette, Les belles illusions de la jeunesse, et puis qui a été donc mise en scène par Émilien Diard de Teuf. Et puis je vous parlerai ensuite des illusions perdues, adaptées et mises en scène de Léo Cohen-Paperman. Et moi, je parlerai de la tragédie Splendeur et misère. C'est la mise en scène et l'adaptation de Lazare Herson Macarel. Ensuite, au Théâtre de la Ville, j'ai vu Pessoa, Since I Have Been Me. Et puis, au nouveau Gémeaux parisien, j'ai vu une pièce de Briseville, mise en scène et jouée par le père et le fils, William et Daniel Mesguich. Et on terminera par le conte Le Petit Chaperon Rouge de Joël Pomera au Théâtre du Chariot. Alors, Chantal, This is Spain, Théâtre du Rond-Point. Oui, je ne dirai rien sur le titre, parce que naturellement, il y a un jeu de mots et on le comprend dans le déroulement du spectacle. Alors, on connaît, nous, Hillel Gauguin, on l'avait découvert dans un ballet We Love Arabs. Mais là, il s'intéresse à la question essentiellement de l'identité nationale. Pour cela, il va prendre l'image de l'Espagne et donc il va travailler, il va exposer, il va questionner les différents stéréotypes que l'on a de l'Espagne. Et naturellement, il y a en tête de liste le flamenco. Donc il y aura de la danse de flamenco. Il est accompagné d'une danseuse de flamenco, Mijal Nathan, et c'est plein d'humour, plein de digressions. Et ce qui est en fait assez original, c'est que ce qui est exposé, l'idée n'est jamais solitaire. Le texte est toujours accompagné d'une expression corporelle, de flamenco, ou même d'un mouvement en rythme. Alors, il y a plein de mouvements il y a plein de moments qui sont extrêmement savoureux. Je me rappelle par exemple lorsqu'ils sont tous les deux assis sur une chaise et ils vont battre le rythme avec leurs mains sur leur corps en répétant comme on fait dans les cours de danse 1, 2, 3, 1, 2, 3 et en même temps il y a un petit délire de texte sur la base de 12 et le tout est accompagné de chansons où figurent les chiffres. Bien sûr, il y a un gros visuel espagnol avec sur la scène une sorte de taureau stylisé dont le corps va être constitué de robes de flamenco. Et d'ailleurs, toutes ces robes de flamenco, elles sont utilisées de manière théâtralisée par les deux comédiens. Mais on sent que derrière cet humour et toutes ces digressions, il y a un sous-texte. Et que derrière l'image de l'Espagne, c'est peut-être d'Israël, c'est sans doute de sa judéité dont il veut parler. Il y a 2 séquences, parce que c'est un spectacle séquentiel, il y a 2 séquences qui nous le rendent assez explicite. On voit par exemple, il raconte ces différents passages dans les ambassades européennes pour obtenir un visa. Et puis il y a un autre passage qui revient à l'Espagne où il imagine l'arrogance des Espagnols qui voudraient faire disparaître le Portugal sur cette carte ibérique. Bien sûr que derrière cela, il y a Gaza et les souffrances de Gaza. Donc pour moi, c'est un très très beau spectacle avec de l'autodérision, avec de la dérision, avec des détours formels et notamment sur la dernière chanson qui évoque la douleur et qui est chantée en playback. C'est au Rond-Point.
André, alors on parle de la comédie humaine proposée par ce nouveau théâtre que nous ne connaissions pas. Oui, c'est un collectif hein, qui s'est créé comme ça. Je ne sais plus exactement dans quelle ville. Euh, Je pense que ça se donne à Caen. Non, c'est dans le Maine-et-Loire, je voilà. crois. Bon. Et donc, ça reprend un peu peut-être l'histoire de Chardon de Rubempré. Enfin, bon, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a trois pièces tirées de Balzac, les deux premières des Illusions perdues et la troisième de Splendeur des courtisanes. Mais c'est à chaque fois un metteur en scène différent. Mm. Parce qu'on a une troupe, mais chacun peut faire. C'est un peu le. Comment dire c'est Ils ont un le manifeste. manifeste de la Ils troupe, c'est sont... que ils peuvent être Oui. acteurs, ils peuvent être metteurs en scène, ils peuvent, Et que toujours, ils présentent plusieurs et ils pièces. présentent plusieurs pièces. Et donc, moi, j'ai vu les deux premières pièces qui sont tirées des Illusions perdues. Il y a quelque chose un petit peu, j'avais vu hein, l'adaptation, celle de Pauline Bell. Pauline Bell, qui était formidable. Et donc là, on a deux pièces. Et la première, qui se passe à Angoulême, hein, c'est un peu l'histoire de Balzac lui-même, hein, parce que lui, c'était à Tours, hein, il est resté 16 ans à Tours avant de venir à Paris. Et puis, donc là, c'est Lucien Chardon. Mais comme Balzac s'est intitulé Deux Balzac, Lucien Chardon voudrait s'intituler Deux Rubempré, puisque sa mère est une De Rubempré, si son père est un Chardon. Donc, c'est toute la question hein, de ces années de restauration avec le problème de la noblesse ou de la bourgeoisie. Alors, c'est aussi la question du créateur, hein, puisque ce Lucien est un poète hein, et que il va essayer de faire entendre son génie littéraire. Hein. Et donc, pour cela, il va avoir l'aide d'une d'une femme. Hein. Il faut que je retrouve. Elle est noble. Hein. C'est Madame de Bargeton. Et elle a des connaissances en dehors d'Angoulême. Donc on a voilà. Donc c'est sa première pièce est traitée comme une opérette. Alors moi ça m'a posé énormément de problèmes. Je dois dire que j'ai cru que je n'allais pas voir la deuxième pièce, tellement ça m'a posé de problème. Parce que l'opérette, déjà, la première chose, c'est qu'on est obligé de créer des textes de chansons. Et que ces textes de chansons n'ont que peu à voir avec la prose de Balzac. Donc, bon, déjà, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que chanter, c'est beau. Encore faut-il bien chanter. Hein. Ce qui n'était pas le cas de tous les interprètes de cette opérette. Et puis donc, du coup, hein, finalement, je ne vois pas du tout Balzac sous cette forme d'opérette. C'est-à-dire qu'il y a un décalage quelque part entre ce qu'écrit Balzac et puis cette forme-là. Donc, je suis absolument pas rentré dans ce spectacle, hein, même si, bon, il était applaudi correctement à la fin, il n'y a pas de problème. Bon, c'est-à-dire qu'il y a, comme tu le sais, toute une ambiance, hein, puisqu'on a des intermèdes, parce que même pendant les entr'actes, il y a d'autres choses. Donc le public se sent peut-être pris comme ça à l'intérieur de cela. Voilà. Donc, moi, ça n'a pas du tout été mon truc. Cette première pièce, cette première opérette sur les illusions perdues. Alors André, la deuxième, Et, Illusion et perdue. bien là, Je sens que là, tu l'as oui, apprécié. oui, j'étais parti avec des préjugés très défavorables puisque j'avais vu une pièce qui m'avait pas plu du tout. J'avais pas compris que c'était des metteurs en scène différents à chaque fois. Ça je l'ai vu qu'après. Parce que moi je suis comme ça. J'essaie de ne pas savoir ce que je vais voir avant de le voir. Et là,
évidemment, d'abord, c'est pas traité comme une opérette. Là, il y a véritablement une intelligence dans le décor, à savoir qu'on va avoir des hauteurs différentes, quelque part, qui vont symboliser l'élévation sociale plus ou moins rapide de Lucien de Rubempré. Et puis, on est beaucoup plus dans Balzac. Hein, c'est-à-dire cette hypocrisie et ce passage par le journalisme. On se sent un peu concerné hein, quand on voit ce texte-là. Hein, parce que pour pouvoir progresser, il faut évidemment se compromettre hein, et n'avoir peur de rien, y compris de dire le contraire de ce qu'on pense. Et la question aussi était très intéressante dans ces illusions perdues, c'est la question politique. Hein. Alors, ici, on a simplifié en droite et gauche. Je ne suis pas tellement sûr qu'on puisse véritablement penser que le côté noble restauration serait vraiment... oui, c'est évidemment plus à droite que le côté républicain. Hein. Donc, il y a cet affrontement hein, entre ces deux camps. Celui qui est pour le conservatisme monarchique, si je puis dire, et celui qui a vécu la République et l'Empire et qui pense autrement. Donc, moi, j'ai trouvé que cette pièce-là fonctionnait, hein, fonctionnait, même si, parfois, il y a peut-être un petit peu d'excès dans les cris, hein, c'est pas... Parfois, c'est quand même pas complètement, me semble-t-il, maîtrisé, mais dans l'ensemble, c'est une bonne pièce que vous pouvez aller voir au Théâtre de la Tempête. Et puis je vous précise quand même que cette fois-ci, hein, la mise en scène est de Léo Cohen-Paperman. Chantal, Alors, toi, tu as conclu eh oui. en voyant la troisième pièce sans avoir vu aucune des deux autres. Oui, ah ben, j'avais envie de voir opérette, hein, mais bon, je verrai si ultérieurement je fais cette démarche. Alors moi, je suis dans la tragédie de tragédie, hein. Donc c'est une dramaturgie. Moi, j'ai trouvé qu'elle illustrait assez bien les excès romanesques, hein, parce que en fait, on est avec Carlos Herrera, l'ancien forçat, déguisé en prêtre, Vautrin que tu as rencontré tout de même précédemment, hein. Donc, et ce Carlos Herrera, il veut sauver Lucien Chardon, qui veut toujours être Lucien de Rubempré, il veut le sauver du suicide. Et puis, il va manigancer autour de lui, parce que pour qu'il retrouve son état d'aristocrate, il faudrait qu'il épouse Clotilde de Grandlieu. Pour qu'il le trouve, en fait. Oui, voilà. Et donc, qu'on retrouve. Mais il est tiraillé puisqu'il aime Esther, la belle prostituée. Alors, moi, je ne suis pas comme toi, je me pose moyennement la question de la fidélité ou de l'infidélité à Balzac. Mais tout de même, Ce n'était pas une question de fidélité. Oui. C'était à partir du moment où c'était un texte qui n'a rien à voir avec Balzac, ce texte Bien n'avait pas sûr. d'intérêt en lui-même. Bien sûr. Et bien justement, je suis allée feuilleter et j'ai retrouvé des passages, des scènes dialoguées qui sont exportées du roman vers la scène. Et puis au début, je me suis demandé pourquoi tous ces comédiens étaient masqués pour la plupart. Eh bien, justement, le roman commence par, en 1824, au dernier bal de l'opéra, plusieurs masques furent frappés de la beauté d'un jeune homme qui se promenait dans les corridors. Donc, c'était tout à fait judicieux. Bien sûr, ils ont resserré autour de certains personnages et je trouve que c'est bien parce que moi, j'ai eu du mal avec quelques figures secondaires, Alexandre, César, ceux qui s'occupent de manigancer autour d'Esther. En tout cas, la scénographie, dans celui-là, c'était de simples tréteaux séparés par des espaces avec des niches, d'où sortaient les comédiens. J'ai trouvé que c'était très bien. Alors j'ai dit, c'est de la tragédie. Donc c'est noir, c'est dans la pénombre, c'est du brouillard. Ils sont tous habillés en noir. On a l'impression d'avoir ce thriller. On a l'impression d'un polar. Bon, mais moi j'ai bien aimé cette unité de registre qui était explicite. Bien, le rythme, je ne sais pas chez toi, mais moi, pour cette pièce-là, le rythme était très réussi parce qu'on voyait
parfois côté cour et côté jardin, des scènes qui se jouaient en même temps. Et puis moi, j'ai bien ressenti le travail de troupe, parce que ce qui était très intéressant, c'est que dans les scènes de confrontation à deux ou trois, il y avait toujours un arrière-plan. Et l'arrière-plan, c'était les comédiens qui passaient par groupe de trois. Et puis il y avait le chœur, alors c'est des chorégraphies, hein. Et moi, il m'a semblé que ça donnait bien un contexte humain à l'ensemble. Tu n'as pas parlé, André, des acteurs? Moi, j'ai trouvé que Valentin Borot, qui joue Rubempré, il est beau gosse, hein, je trouve que ça passe bien. Et puis, moi, Frédéric de Nucingen, c'est le vieux riche là qui voudrait avoir Esther. C'est Clovis Foin qui l'interprète. Il est très intéressant. Et puis, Vautrin, Philippe Canales, et la belle Esther, qui est jouée par les Kenza La Hala. Mais c'est pas les mêmes, c'est pas forcément les mêmes acteurs qui jouent les mêmes personnages d'une pièce à l'autre, hein. Ah. Donc je ne peux pas te dire ça. Et précisons quand même que ces splendeurs et misères ont été mises en scène par Lazare Herson Macarel. Alors que le précédent, le deuxième Illusion perdue, c'était Léo Cohen-Paperman, et que Les Belles Illusions, l'opérette, hein, c'est Émilien Diard de Teuf, et la composition, puisque ça chante Gabriel Philippot. Voilà. Donc c'est notre comédie humaine qui a été diversement appréciée au Théâtre de la Tempête. Chantal, alors c'est pas rien, Robert Wilson, PCOA, Since I've Been Me, hein. Depuis que j'ai été moi, c'est au Théâtre de la Ville. Ah oui, alors c'est brillamment visuel, c'est complètement séduisant ce spectacle. Il présente l'homme Pessoa, mais aussi on entend les textes de poésie. On sait très bien que Pessoa écrit sous différentes identités, au moins 70, mais il y a 7 hétéronymes principaux. Alors je peux en citer quelques-uns: Alberto Caero pour le texte de Gardien de troupeau, Alvaro de Campos pour Ode maritime, Bernardo Soares. Alors évidemment, Wilson va nous présenter 7 Fernando Pessoa. Ça, c'est une bonne idée. Ils paraissent un, mais ils sont plusieurs, avec leurs petits costumes noirs, avec leurs moustaches, avec leurs petits chapeaux. Donc, on a les différentes facettes de Pessoa. Au début, on découvre Maria de Medeiros devant un fond bleu très beau, sur lequel vont apparaître des boules rouges. Maria de Medeiros a j'ai envie de dire, une posture un petit peu mécanique, et ensuite, il va y avoir une entrée individuelle de ces 7 hétéronymes sur le mode du cabaret, sur un gestuel burlesque, avec plein de références, bien sûr, au cinéma muet, à Groucho Marx, à Charlot. C'est de la poésie. Alors, Pessoa, c'est quand même de la poésie existentielle, philosophique, métaphysique. Alors, d'aucuns pourraient dire que ça exige une certaine intériorité du spectateur et de l'auditeur. Et là, on a différentes langues: français, anglais, italien, portugais. Moi, je voulais du portugais parce que je trouve qu'il faut cette musique de la langue. Alors, bien sûr, ça demande un effort puisqu'on lit les sous-titres. Alors, naturellement, il y a des passages qui m'ont plus marqué. Ceux dits par Maria Medeiros en français, parce qu'elle a une voix très particulière, mais la diction des autres aussi était très belle. Mais moi, j'ai adoré ce spectacle, parce que j'aime le spectaculaire et le visuel, et je trouve qu'il y a vraiment une rencontre entre l'écriture de sensations, la scénographie d'images que propose Robert Wilson devant des fonds bleus, blancs. On voit les personnages qui se détachent en noir, qui sont dans des courses-poursuites, qui sont arrêtés dans des mouvements. On est dans une mascarade poétique. Et d'ailleurs,
Pessoa, et il s'appuie sur le texte, Pessoa disait: pour moi, le masque est le reflet de soi, il se considère comme une fiction. Il y a une scène d'anthologie surréaliste avec, ils sont tous devant les tables, avec les nappes qui se lèvent. C'est très très beau. Vraiment, moi je trouve que les couleurs primaires, la bande son, tout est en éclat et c'est véritablement eh bien, un délire poétique. On sent la poésie qui est concrète de Pessoa. D'ailleurs, il disait mes pensées sont des sensations. Je pense avec les yeux, avec les oreilles, avec les pieds, avec le nez, avec la bouche. Allez-y, c'est merveilleusement beau et tous les passages des comédiens pour moi sont symboliques et ombre de la pensée de Pessoa. André, donc tu as retrouvé Daniel et William Mesguich Oui, dans dans... ce nouveau théâtre, qui vient d'Avignon plus ou moins, Oui. puisque les Gémeaux, on les connaissait à Avignon, mais là, ce sont devenus des Gémeaux parisiens. En fait, c'est l'ancien théâtre de Belleville, pas de Belleville, l'ancien théâtre de Ménilmontant, qui a duré pendant, je sais pas, 50 ans, si ce n'est plus, là, et qui a fermé en 2018. Et donc, c'est sur cet emplacement qu'a été créé ces Gémeaux parisiens. Alors, j'avais déjà vu, je vous ai déjà parlé d'un spectacle avec William et Daniel Mesguich, qui était Le Souper. C'était aussi une pièce de Briseville. Et là, je me demandais ce qu'allait donner ce Pascal et Descartes. Et je dois dire que je savais pas que c'était vrai qu'ils s'étaient rencontrés. Hein. Ça part de quelque chose d'historique. Ils se sont vraiment racontés, ils se sont parlé, et chacun a pris des notes. Mais cela dit, bon, certainement pas, ils ne se sont pas dit ce que Briseville leur fait dire, puisque Briseville s'appuie évidemment sur l'œuvre de Descartes d'un côté et sur l'œuvre de Balzac, l'œuvre de Pascal de l'autre. Enfin, bon, c'est vraiment formidable. Moi, j'ai été complètement séduit parce que on peut dire que c'est ça du théâtre, de deux personnes qui se parlent autour d'une table, mais non, mais ça, c'est complètement. Je veux dire, mais si, parce que l'intelligence est dramatique. Voilà. Belle formule. Et oui, l'intelligence, oui, elle m'est venue en voyant ce spectacle. L'intelligence est quelque chose de dramatique. Quand on a l'intelligence du texte, quand on a l'intelligence du texte qui fait s'affronter deux intelligences qui sont à la fois proches et à la fois opposées. Pourquoi est-ce qu'ils sont proches? Parce que tous les deux sont des gens qui ont créé scientifiquement des choses. Pascal est quand même un grand mathématicien. Et Descartes, la méthode cartésienne, le côté rationnel de Descartes n'est pas à montrer. Et ils ont en commun aussi que tous les deux sont croyants. Descartes n'est pas un athée du tout. Mais à partir de là, tout les oppose. Parce que on prend Pascal à un moment donné où il a renoncé complètement à vouloir chercher quelque chose de scientifique. Il n'est que dans l'humiliation de son corps et dans la quête de Christ et de Dieu. Et il voudrait imposer cela à Descartes. Et Descartes, lui, évidemment, qui est quelqu'un qui ne tient pas en place, qui est resté, il va aller maintenant en Suède, il revient d'Amsterdam, etc., qui est quelqu'un qui, au contraire, essaye n'a rien contre la vie, d'une certaine manière. Voilà. Et donc, on va avoir l'affrontement entre ces deux personnages. Et là où je dis que l'intelligence est dramatique, c'est que l'intelligence, c'est aussi celle de ce père et de ce fils. Et alors, c'est très intéressant parce que justement, quelque part, l'opposition. Dis-nous qui ils interprètent. Alors, tu devines, le plus vieux, c'est quand même Descartes, et puis le plus jeune, c'est Pascal. Là, normalement, c'est 28 et 51 ans. Je crois que Daniel a un petit peu plus que 51 ans. Mais bon, ça marche très, très, très bien. Et donc, il y a cette. Alors, c'est vrai que ça reflète quand même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que
on est toujours dans cette vision de la... Je pense qu'à chaque siècle, je pense qu'entre Montaigne et Ronsard, il devait y avoir quelque chose de différent. Entre donc Descartes et Pascal, entre Voltaire et Rousseau, entre Sartre et Camus. Mm. Hein. Pourtant, ils sont très proches par certains côtés, tous ces hommes. Hein. Mais par un autre côté, ils s'opposent. Et c'est cette opposition, en fait, hein, et quand je dis je pourrais tous mettre dans les mêmes paniers, je pourrais faire la transition entre Montaigne, Descartes, Voltaire, Camus d'un côté, hein, et puis les autres, les plus fanatiques de l'autre. Hein. C'est la façon de prendre de la distance par rapport à ses convictions, par rapport à ce qu'on croit. Et donc, vraiment, je vous invite à aller voir. C'est tous les mardis soirs. Il y a encore quelques représentations. Mardi soir, à 19h, au Théâtre des Gémeaux. Hein, Daniel et William Mesguich, un spectacle de l'intelligence. Chantal. Eh bien, un beau spectacle pour moi aussi, par la compagnie Ah si c'est comme ça. Le petit chaperon rouge. Donc, c'est la reprise du texte de Joël Pomera. Alors, j'ai trouvé que dans ce spectacle, il y avait une très belle entrée en matière parce qu'il y a une sorte de méprise pour nous, spectateurs, entre l'annonceuse qui nous parle bien sûr des conseils relatifs au portable et puis la comédienne. Donc ça crée immédiatement une connivence entre le public et puis la comédienne et ça basculera aussi à la fin de cette façon. Donc c'est quoi le conte? Eh bien c'est l'histoire d'une petite fille qui vit toute seule avec sa maman. On est à l'époque contemporaine, sa maman travaille beaucoup, beaucoup, et donc cette petite fille s'ennuie, et parfois, eh bien, elles vont rendre visite à la grand-mère. Alors, comme dans le conte, c'est indéfini, on parle de la petite fille, on parle de la maman, on parle de la maman, qui est la grand-mère. Mais les deux comédiennes, Nina Ballester et Nina Cruveilhier, se sont véritablement bien approprié le texte et je trouve qu'elles ont pris en compte l'étrangeté du texte et son inquiétude. Elles passent très facilement, avec beaucoup de naturel, de la narration aux scènes jouées. Parfois, elles reprennent toutes les deux le texte parce qu'on sait que l'écriture de Pomera est parfois fondée sur une répétition. Il y a une magie dans la scénographie avec des éléments très simples, avec un arbre stylisé, avec une porte. Il y a une séquence où les comédiennes portent des cirés jaunes. Elles sont dans la forêt. La petite fille joue avec son ombre. La lumière, eh bien, modifie ce qu'on peut voir, les visages et on croit à la présence du loup. Et on croit, on va peut-être plus loin parce que notre imagination nous laisse deviner que peut-être derrière cette figure du loup, il y a un prédateur. Donc vraiment, pour moi, c'est un spectacle très solide, très subtil sur tous les plans scénographiques et ludiques. Et il y a la sobriété, la profondeur eh bien, de l'écriture du conte. Donc je vous encourage à y aller. C'est au théâtre du Chariot. Ça se donne eh bien, le week-end, les samedis à 14h, les dimanches à 11h et 14h. Vous pouvez les voir aux Gémeaux parisiens. Le, le spectacle de Mesguich père et fils, c'est-à-dire le Pascal et Descartes de Jean-Claude Briseville. Dans le cadre du festival d'automne, le beau spectacle de Robert Wilson, Pessoa Since I Have Been Me, au théâtre de la ville, Sarah Bernard. Et puis les 3 spectacles à la tempête, donc d'après, disons, l'épopée de Lucien de Rubempré. On va avoir tu as parlé du dernier spectacle qui sont Splendeur et misère, tragédie. Hein. Mise en scène par Lazare Herson Macarel. Et puis je vous ai parlé du deuxième spectacle de la trilogie qui est de Léon Cohen,
Paperman, Paperman, qui sont les illusions perdues, et puis sous forme d'opérette, les belles illusions de la jeunesse, adaptées par Émilien Diard de Teuf, et puis composées par Gabriel Philippot. Ce fut une belle édition de théâtre pour moi, le 13 novembre, pour cette émission. Eh bien, il y a This is Pen de Hillel Gauguin au théâtre du Rond-Point. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, donc théâtrales. Au revoir.